On va reprendre, messieurs, dames, par rapport au débat. Alors, quand on dit débat, on va vérifier là tous les thèmes qui ont été soulevés, ce qui nous permettra de... Un débat, c'est une question, c'est un commentaire, c'est un témoignage. Voilà, la liberté de parole est totale. Nous, on n'est pas nombreux, mais c'est développé ce thème qu'on vient de faire aujourd'hui. Hein. Et en même temps, voilà, c'est sa diversité, il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Hein, voilà. Si on peut répondre, on répond. Tristement, sur les thèmes que Philippe vient de montrer, donc nous allons parler de la télépathie, la clairvoyance simple, la clairvoyance médiumnique, l'écriture intuitive, vous avez vu un film sur l'écriture intuitive, la psychométrie avec notre fameuse pierre, la radiesthésie, la psychokinèse avec M. Jean-Pierre Girard, le magnétisme expérimental à travers Marie-Thérèse et Clémentine dans son reportage, sa recherche, l'hypnose à l'hôpital, suggestion contre suggestion, et penser le bien pour notre planète, pour nous-mêmes. Voilà, il y a de quoi faire. Bonjour et merci pour cet exposé. Moi, je voulais savoir si tout le monde pouvait devenir radiesthésiste et si le choix de la matière du pendule a de l'importance, qu'il soit en bois, en verre, en cristal. Alors, j'entends pas tout le monde. Moi, je dois parler plus fort. Je vais parler plus fort. Est-ce que tout le monde est censé devenir anesthésiste? La question a été posée aux esprits, à savoir si par rapport à certaines facultés, est-ce qu'on peut tous être homicide, est-ce qu'on peut tous être médium et la réponse est non. La réponse est non, puisque la radiesthésie est une fonction qui peut être aussi choisie avant de se réincarner. Voilà, donc ça c'est pour une première partie de réponse. Cette radiesthésie se travaille. Je dirais, comme on a pu voir dans l'exposé, les différents codes à mettre en place, l'interprétation des résultats, c'est quelque chose qui est long, lent, très difficile. Et le matériau a, lui, par contre, une importance, puisqu'on doit choisir le matériau conducteur. Alors, le meilleur matériau, c'est l'or. Bon, pas forcément évident d'avoir un pendule en or. Après, il existe des métaux comme de la pierre ou du bois, qui sont des métaux, des matériaux. Il faut qu'il y ait au moins de différents alliages, mais que ce soit un matériel sans alliage. Mais oui, je dirais, le matériau dans lequel est fait le pendule a une importance, puisqu'il va être en fait le réceptacle, l'émetteur, non, le récepteur des différentes ondes avec lesquelles le radiesthésiste va essayer d'entrer en télépathie. D'autres métaux comme, me semble-t-il, le laiton et le cristal. Le cuivre et le cristal. Le cristal de roche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des matériaux purs à privilégier. Effectivement. Et le bois? Alors là, des pendules en bois, bien vous répondre à la radiesthésie, c'est mieux quand même. En fait, ce que vous avez énuméré, Christophe, ce sont des réponses qu'on a eues par les esprits, mais dans les premiers radiesthésistes notamment, il était remarqué qu'il y avait beaucoup de prêtres. Et en fait, le premier prêtre qui a commencé à faire la radiesthésie travaillait, lui, avec une corde et un seau. Donc, on est loin des pendules qui se sont créés maintenant. L'important, c'est la relation entre le radiesthésiste et comme ça vient d'être expliqué par rapport aux atomes. Voilà. Et surtout,
faire le vide quand on recherche, on pose sa question avant et ensuite on recherche la personne ou l'objet qui est. Juste faire une extension par rapport à la première partie. Alors nous, on a la chance d'être dans un cercle spirit où les esprits viennent nous révéler effectivement nos différentes capacités. Par contre, ceci dit, tout le monde n'est pas spirit et il y a ceci dit des gens qui font la radiesthésie et parce qu'en fait, il peut y avoir au départ, sans que ce soit forcément révélé, une très forte attirance pour cette faculté et que par l'usage, il s'est avéré qu'il y a dû avoir des cas concrets, en tout cas des réussites et malgré que cette mission ne lui ait pas été révélée, elle peut être aussi instinctivement, pour les personnes qui ne sont pas spirites, bien évidemment, ça peut être quelque chose qui peut être fait par instinct ou par envie ou par conviction. Le principe avec les magnétiseurs qu'on appelle les rebouteux dans les villages, on a vu avec Clémentine, là. C'est des personnes qui ont l'envie, le désir. Sur Internet, il y a beaucoup de reportages, surtout dans ces pratiques-là, avec les radiesthésistes qui vont chercher de l'eau. On en voit quand même pas mal sur Internet, avec la fameuse baguette de poudrier, la baguette de noisetier, principalement, et ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc oui, la radiesthésie, certes, tout le monde n'est pas radiesthésie, c'est comme tout, on n'a pas toutes les facultés, mais effectivement, comme dit Christophe, quand quelqu'un a une proximité avec la nature, une sensibilité dans son corps, dans son âme, avec les vibrations environnantes, peut avoir cette faculté-là, et certains vont la travailler. Je voulais savoir, quand on utilise la formule, est-ce qu'on n'influence pas sa propre pensée? C'est la bonne question. À mon sens, oui, la force de la pensée influence beaucoup. Mais justement, elle a dit quelque chose d'important. En fait, tout à l'heure, quand je disais qu'on posait la question avant de faire la recherche, c'est déjà parce qu'on fait le vide dans notre esprit. Et il est clair que si on dit on va essayer de trouver un objet et qu'avant on se dit ah il doit être là, c'est râpé. Parce qu'en fait, dans votre inconscient, vous allez même si c'est inconscient, vous allez avoir ce souci de la relation entre vous et la pensée et le pendule, et donc vous allez pousser la réflexion. Mais c'est vrai que la radiesthésie est compliquée aussi, parce qu'on peut se tromper très, très, très souvent. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul personnage qui s'appelait la Minervé, qui était un prêtre, et qui, lui, avait jusqu'à 90 et quelques résultats. Sinon, voilà, il faut se dire qu'on peut très souvent se tromper. Donc, il faut être très prudent. Après, je pense que dit Isabelle, est-ce qu'elle a dit par rapport aux sourciers? Les sourciers, vous en avez peut-être vu, moi quand j'étais jeune, j'en voyais, et c'était assez impressionnant. Il y en a sur Internet. Là, c'est la recherche de l'eau avec d'autres moyens que le pendule. La baguette servant justement de support pour rechercher de l'eau. Mais on peut aussi se tromper. Alors, ce qui est important de comprendre dans ce qu'on a exposé aujourd'hui, on a parlé de la télépathie. La télépathie, c'est vraiment la vibration de notre... Quand on émet une pensée, on émet une vibration. Cette vibration-là, elle interpénètre tout ce qui nous entoure. L'environnement, les personnes, la pensée d'une personne à l'autre. Et c'est pas que c'est... ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense, on peut penser par soi-même, mais on peut aussi vouloir quelque chose, ou désirer quelque chose. C'est porteur du sentiment, de notre désir, de ce qu'on pense. Chaque exercice, qu'il soit médiumnique, radiesthésique, psychométrie, enfin, tout ce qui est en rapport avec la faculté humaine, basé sur la télépathie, doit faire l'objet de nombreux séances de travail. Ça prend du temps. Parce que justement, l'élément essentiel dans toutes ces facultés-là, à part la psychokinèse, on a dit Gérard, qui est quand même axée sur le désir et
et la force de son esprit et de sa pensée. Mais à part celle-là, il faut du travail pour pouvoir se laisser aller à ressentir aussi la vibration environnante. Que notre esprit arrête de travailler en disant je veux. On est sur un désir de recevoir sans vouloir. Vous voyez la différence? Et ça, on l'a dans tout, que ce soit la clairvoyance, comme on vient de lire l'écriture, et à base de la vie. Ça prend du temps. Madame demande s'il y a des méthodes spécifiques. C'est ça? Il n'y a pas de méthode spécifique? Non. Alors, pour la radiesthésie ou pour toutes les facultés, pour appel à la télépathie? Alors, si, bien sûr, nous, je vais vous dire ce que les esprits nous enseignent toujours les meilleures conditions. Hein, il va encourager un radiesthésiste à aller dans la nature. Il va encourager un médium à travailler dans ce qu'on appelle des séances expérimentales, où chaque semaine, il va s'expérimenter en écriture ou en clairvoyance. Donc, il y a effectivement des conseils qui sont donnés pour travailler dans les meilleures conditions. On va dire que voilà, c'est ça qui nous donnait. Après, il y a des messages également qui ont pu nous renseigner sur qu'est-ce que la clairvoyance, la psychométrie, c'est défini, la radiesthésie. Donc, on en discute, on étudie ces messages-là pour tenter de mieux comprendre la faculté que nous avons, par exemple, chez les mains ou des radiesthésistes ou clairvoyants. Voilà. Et à partir de là, c'est le travail qui va faire la différence. L'entraînement. On a été si précis que tout ça. Si bon, non. Bonjour. Bonjour. Oui, pensez le bien. Donc, il faut penser le bien, tout le monde pense bien, tout ça. Là, on voudrait tous penser le bien, mais bon, ça va très très mal. Donc, je dis faire une chaîne, oui, mais une chaîne avec tout ce qui va mal. Je ne suis pas pessimiste, hein, mais je suis sur TikTok. Bon, c'est pas quand même pas moi qui l'avance. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À notre niveau, oui, faire une chaîne, mais par contre, les esprits, est-ce qu'ils vous ont dit ce qui allait arriver, ce qui serait susceptible d'arriver, parce que ça va tellement mal. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, moi je dis que tout va aller bien. Comme j'ai dit dans mon exposé, les esprits ne sont jamais pessimistes, ils sont réalistes. Oui. Ils font un tableau des conditions actuelles sur Terre, qui sont quand même reliées à tout ce que l'homme fait. Bien sûr. Le spiritisme a cette qualité, et d'où notre mission, et d'où notre présence aujourd'hui avec vous, et depuis de nombreuses années, de faire passer l'idée que nous vivons après la mort, de faire passer l'idée que l'objectif de la vie, le but, la vie a un but en soi. Il faut impérativement que les gens comprennent qu'ils sont des esprits, qu'ils peuvent agir sur leur environnement, sur leur planète, qu'ils peuvent désirer autre chose, qu'ils peuvent aller vers un mieux vivre ensemble. Ça, tout le monde peut le souhaiter. Et il y a quand même des moyens pour l'obtenir. Que ce soit de participer à des groupes du bénévolat, à une manifestation pour l'environnement, que ce soit se sentir acteur des changements et les souhaiter, et pas rester attentiste, qu'on soit spirituel. On peut aussi on le fait d'ailleurs, répondre à des pétitions, les choisir, parce qu'on veut les mettre comme notre voix. Ou faire des chaînes, ou même des missions individuelles, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, si vous êtes tout seul, pendant quelques minutes, 10 minutes sur une musique douce, vous pensez cela, vous pensez le changement, vous pensez de vouloir que les hommes s'ouvrent à un mieux vivre. Les esprits ont besoin de cette force, parce que nous sommes loin d'être seuls. Vous réagissez comme ça, c'est tout à fait normal, parce que vous vous sentez seul. Et vous vous dites, ah oui, mais je ne peux rien faire, moi, toute seule. Bah oui, tout seul, on ne peut rien faire. Alors, j'ai une mère qui est pessimiste, mais alors, un point, c'est, on va tous mourir, donc, ça, c'est pas clair. On va tous mourir. On va tous mourir là, ça va mal. Alors, ça, c'est une vérité, on va tous mourir. Il y a une guerre au mois de juin, voilà. Alors, D'accord. donc, c'est le bien pour aller bien, et je vous le jure, elle a 95 ans, elle a toujours pensé le négatif.
Non, mais moi, je parle à vous, là. Je ne parle pas à votre maman. Oui, oui. Qui peut avoir effectivement une influence. Elle a une influence. On est d'accord là-dessus. Elle est plus limite. Et on a tous une influence par rapport à son environnement. À ce qu'on voit à la télé en permanence, qui nous remet toujours c'est sans arrêt. là en permanence, qui va Je pas. ne suis même plus appelée parce que. Parce que rarement ils nous montrent ce qui vont bien. Et il y en a des choses qui vont bien sur Terre. Il y en a des belles choses. Il y a des belles personnes qui agissent sur Terre. Et c'est cela, nous, qui va nous intéresser. Et c'est avec eux qu'on va agir. Et puis, surtout, et c'est là où, c'est pour ça que vous êtes là, notre objectif, c'est quand même de vous dire, messieurs, dames, on vit après la mort. On communique avec les esprits. Les esprits sont là pour nous accompagner. Et la puissance d'un esprit peut faire beaucoup. Sauf que il ne pourra pas faire à la place de l'amour. Vous savez, nous, dans un pays en paix, on a tout ce qu'il faut. On a tout sous la tête, on mange, on est bien, on est bien là. Bah oui. Pendant qu'il y a des milliers qui meurent. Tout à fait. On est d'accord. Donc c'est ça aussi qui doit nous rendre heureux. Et c'est ça qui doit nous donner envie d'agir pour eux. Que ce soit par la force de la pensée ou par des actions beaucoup plus sociétales. Regardez l'espoir. Ah ben, je suis des l'espoir. pensées positives. Là, je peux rien faire pour notre monde. Alors qu'il y a l'armée. Penser le bien, elle n'a jamais pensé le bien, parce que Ah, bah oui, mais ça, il y a des esprits comme ça. elle dit qu'elle a pensé à du monde, elle n'a rien à la 95 ans. Donc, si vous voulez bien, votre question était intéressante. Voilà. Alors, tout le monde a bien compris la psychométrie d'hypnose, le magnétisme, puisqu'on a beaucoup de choses. Je voudrais savoir en fait quelle différence il y a entre les suggestions et l'hypnose. À partir de quand les suggestions deviennent de l'hypnose en fait. Je ne connais pas trop la limite. Alors, l'hypnose, c'est mettre le patient dans un état particulier dit de sommeil hypnotique. Donc, pour aider ce patient à rentrer dans cet état très particulier d'hypnose, on va utiliser des suggestions qui vont être répétées, et répétées encore sur un ton monotone, monocorde. On va induire, par exemple, des suggestions de paupières lourdes qui vont se fermer. On va induire la suggestion de sommeil, d'avoir envie de dormir. Ensuite, l'envie de dormir, le dormir, mais dormir un sommeil hypnotique qui s'alourdit, etc. Ça, ce sont les, je dirais, l'induction hypnotique. Après, les suggestions, c'est quelque chose que l'on fera une fois qu'on aura atteint un certain degré d'hypnose. On ne commence pas à faire les suggestions par rapport sur le sujet pour lequel le patient est arrivé, est venu pour sa pathologie, son problème, etc. Donc c'est quelque chose qui se traite au cas par cas, qui se fait en fonction du sujet, de sa pathologie, de sa psychologie, de ce qu'il est en fait dans son individualité. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je posais la question parce qu'en fait, vous avez parlé de Émile Coué, il n'était pas hypnotiseur, mais il guérissait seulement par des suggestions. Alors, les suggestions, elles se font de manière morale. C'est-à-dire que vous les entendez, vous entendez votre propre voix. Vous entendez votre propre voix et vous faites les mêmes suggestions en fait, que pourrait vous faire un hypnotiseur. Mais là, l'intérêt, c'est de se mettre en fait, de s'auto-suggérer, de se la faire tout seul. Et en fait, en la répétant, si vous faites ça de manière positive tous les jours, 20 fois le matin, 20 fois le soir, tous les jours, du point de vue de mieux en mieux, vous le faites 20 fois le matin, 20 fois le soir, assez rapidement, vous allez avoir les bienfaits, les bénéfices de cette suggestion. Vous allez aller mieux à tout point de vue. C'est quelque chose qui se fait. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas faire ça en faisant vos courses. Vous n'allez pas faire ça en regardant une émission de télévision. Il faut faire ça en toute conscience. C'est-à-dire que vous mettez dans un état, un endroit dans lequel vous êtes plutôt bien, et vous faites cet exercice. Vous faites cet exercice. Et vous verrez très rapidement que cette suggestion fonctionne. Une des suggestions positives que vous allez entendre, que votre esprit va entendre, intégrer et accepter. Et en fait, vous allez aller mieux à tout point de vue.
un peu plus chaque jour. Voilà, ça c'est une suggestion, c'est une autosuggestion. Oui, c'est lui qui a amené l'autosuggestion. Parce qu'on parlait d'Ernheim tout à l'heure et de Lebo, ça c'est l'hypnose. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que l'autosuggestion et l'auto-hypnose, c'est la même chose? En quelque sorte, c'est une forme d'auto-hypnose très superficielle, très légère. C'est parce que vous allez entendre votre propre voix répéter sur un temps assez court, 20 fois le matin, 20 fois le soir. C'est quelque chose, voilà, vous allez vous mettre dans un état particulier de réceptivité de votre propre voix. Et pas forcément, c'est vraiment une auto-hypnose légère. Très légère. Merci. Avec une hypnose, quand vous avez un souci, que vous avez très très mal, l'hypnose en séance, ça peut être c'est deux pratiques différentes. Là, on parle d'autosuggestion par rapport à quelque chose. Effectivement, si vous voulez retrouver le moral, si vous voulez retrouver la forme, etc., effectivement, ça sera plutôt bien. Après, l'hypnose, par définition, alors une séance ou plusieurs, puisque pas toujours, je dirais, l'effet peut-être effectivement très impactant, très intéressant de la première séance. Mais là, effectivement, c'est une fois que vous êtes dans cet état particulier d'hypnose, la suggestion pourra aller mieux. Plus vous êtes en fait réceptif, plus vous êtes aussi partie prenante de ces suggestions, parce que l'hypnotiseur, pas l'hypnotisé, n'est en rien passif. C'est l'hypnotisé qui fait tout le travail en fait. L'hypnotiseur propose, l'hypnotisé dispose. Donc, il y a effectivement cette partie qu'il faut prendre en compte et effectivement l'hypnose à ce moment-là aura une autre direction que les propres, que votre suggestion dans laquelle on vient de parler par rapport à M. Oui, une fois qu'on est prêt à se monter dans l'hypnose, parce qu'on connaît le mal-être, l'hypnotiseur va vite le cibler et va vite faire ressortir le mal-être, avec des mots-clés en fait. C'est à des mots qu'on réagit et donc du coup ça nous fait certains temps. En fait, voilà, quand vous avez l'entretien avec l'hypnotiseur, il faut lui donner aussi votre maladie, dans votre vocabulaire, dans votre histoire. Donc, en fait, l'hypnotiseur va reprendre en fait, votre propre matériel, le réadapter de manière positive, et ensuite, vous, sous hypnose, vous allez intégrer, accepter ces suggestions, et ensuite, vous allez corriger ce qui devrait être corrigé. Oui, je voulais savoir comment peut-on définir l'hypnose ericksonienne qui vient des États-Unis, je crois. Alors, l'hypnose ericksonienne, elle a déjà le mérite d'exister et c'est ce qui est aujourd'hui pratiqué dans beaucoup de milieux hospitaliers. Et en fait, l'hypnose ericksonienne, en fait, Erickson n'a rien écrit, absolument rien. Donc, tout ce qui a été écrit sur l'hypnose ericksonienne, ça n'a pas été écrit par lui, mais par ses élèves. Ce que je peux en dire de manière assez synthétique, c'est qu'elle est efficace par rapport à ce qu'on a pu voir évidemment tout à l'heure. Mais en fait, l'objectif de l'hypnose ericksonienne, c'est en fait de détourner le patient d'une situation. Donc là, on a bien vu l'opération, les suggestions qui sont faites, l'endroit dans lequel il se sent bien, etc. Donc on va extraire en fait le patient par son imagination de la scène dans laquelle il est à l'instant T. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien pour certaines pathologies. En tout cas, nous, ce que les esprits nous ont demandé et nous enseignent, c'est l'hypnose à suggestion directe de l'école de Lebo et d'Allemagne à Nancy, où, en fait, on peut aussi opérer un patient sous hypnose profonde, sans anesthésie non plus, avec la suggestion directe qui va suggérer l'anesthésie totale complète. Donc, mais pour le moment, on n'y est pas, encore que au CHU de Nancy, en cancérologie, il y a un anesthésiste et un infirmier qui s'occupent beaucoup d'hypnose. Ils viennent d'ailleurs de sortir un ouvrage et il y a eu un tout petit reportage il n'y a pas très longtemps sur eux, sur la manière dont ils avaient aussi l'approche du cancer. Et c'était vraiment très intéressant. Et là, par contre, on se rapproche de l'hypnose à suggestion directe.
que l'hypnose ericksonienne est complètement valable dans beaucoup de cas qui demandent pas forcément, même si on parle d'opération à cœur ouvert, c'est une façon de détourner l'attention du patient de la circonstance. Moi, c'est pas une. Juste une précision, c'est pas une opération à cœur ouvert, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que on imagine que l'opération à cœur ouvert, c'est lourd, hein, parce que tu prends ici pour ouvrir le sternum, tes cartes, pas mal de choses, c'est des tuyaux pour faire une circulation extracorporelle, on est dans le lourd. Non, je dis juste ça, hein. Depuis quelques années, ils arrivent en passant par les vaisseaux, donc en cardiologie interventionnelle, comme on va poser un stent sur une artère coronaire, une artère du cœur. Ils arrivent à monter par l'aorte, passer dans le cœur et aller mettre une valve au bon endroit, là où il y a une valve qui est malade, mais qu'on reste sur place. Donc, c'est une cardiologie interventionnelle. Et évidemment, quand tu passes ton cathéter par l'artère fémorale, tu le sens. Quand tu montes, tu le sens ou tu le sens pas. Quand tu es dans le cœur, tu le sens ou tu le sens pas. On lève, tu le sens quand même. Donc, c'est déjà formidable de faire ça par une méthode d'hypnose. Et donc, c'était juste pour enlever cette confusion que nous pourrions avoir. Moi, je l'ai eu au départ, je me suis dit, attends, en gros. Il ne s'était pas fait ouvrir la paillasse mais ça n'enlève rien au mérite de ce qui a été fait, bien entendu. Non, ça c'est pas. Qui est médecin et merci d'avoir fait la correction. C'est vrai que le petit film qui est montré, on va pouvoir revenir dessus, ce petit film-là montre bien, parce qu'à un moment, le monsieur il fait une petite erreur en disant l'opération, c'est nouvelle, etc. Donc, le mec n'a rien ouvert du tout. C'est exactement ce que le livre vient d'expliquer. Et là, l'hypnose électionnelle a tout avoir tout son rôle. On voit bien, d'ailleurs, monsieur en témoigne, hein. Le choc opératoire est moins fort, il n'est pas traumatisé, il a préféré l'hypnose pour rester maître de l'opération. Mais pas après le contrôle de lui-même pendant l'opération. L'anesthésie, ça a été son témoigne. La différence de l'hypnose hystérique. Alors, moi, je vais juste une question qui est toujours dans le domaine des circonstances psychiques. Est-ce que vous avez des enseignements de la part des esprits sur tous les phénomènes de chamanisme? Alors, le chamanisme. Alors, moi, je ne suis pas beaucoup. Mais je peux vous dire quand même que les chamans, à l'époque, même encore aujourd'hui sans doute, dans des civilisations aussi un petit peu reculées, ce qu'il y avait beaucoup quand même à cette époque-là, sont des guérisseurs. Étaient des personnes qui avaient non seulement la puissance magnétique, sans le savoir, qui pouvaient être médiums et recevoir des esprits qui pouvaient les aider dans des soins. Ils faisaient appel aussi à des entités, mais sans savoir non plus c'est des entités, mais à des forces de la nature. Aujourd'hui, le chaman d'aujourd'hui, je le connais beaucoup moins, dans le sens de sa pratique. Ça dépend ce qu'on met sous le mot chaman. Est-ce que vous mettez ce seul mot? Aujourd'hui, je m'entends. Disons qu'aujourd'hui, le mot chaman, c'est un peu ce que vous avez décrit en premier. Par contre, quand vous allez sur Internet, aujourd'hui, dans les pratiques web, il y a un tas de choses qui fleurissent, où on entraîne les gens à faire des pratiques, construire des tambours, construire des choses. Des tambours, hein. Entre autres, et qui seront très nuisibles pour la personne. Qui les détruisent au lieu de les construire. Alors, pourquoi vous dites que c'est pas détruit? Moi, je connais des gens qui ont vécu à cet âge. Ils en sont revenus physiquement, mais pas des docteurs. Donc, psychologiquement. Psychologiquement, ils ont été bien atteints. Alors, dans les Effectivement, dans votre remarque, vous
vous avez déjà donné un élément de réponse, c'est par rapport à tout ce qui est effectivement New Age. Le New Age, depuis plusieurs dizaines d'années, ne réinvente rien en fait. Enfin, n'invente rien, mais réinvente ce qui existe depuis toujours. Et par rapport au chamanisme, c'est comme ça a dévié, magnétisme, etc. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est récupéré d'une manière plutôt égocentrique, plutôt narcissique, plutôt un début en fait, je suis chaman, donc je suis dans l'éco supérieur. Et c'est, alors, j'ai aussi, moi, dans mon pratique professionnelle, l'occasion de discuter parfois avec certains de ces chamans qui sont effectivement dans un monde vraiment à part. Dans un monde vraiment à part, parce qu'en fait, dans ces formations-là, on leur prête en fait des capacités qui dépassent des capacités extraordinaires, souvent fausses et mal interprétées. Donc oui, le chamanisme tel qu'il a été dans l'histoire, j'ai forcément le peuple indien qui était respectueux de la nature, qui était respectueux de l'homme, qui était respectueux de l'animal, qui faisait le lien entre le monde des ancêtres et le monde des vivants. Il était respecté. Aujourd'hui, le chamanisme est largement récupéré et largement dévoyé par tout ce qui va être ce courant spiritualiste de New Age, qui aura tendance à... Alors, je ne sais pas si ça va détruire certains, parce que là, je n'ai pas l'expérience, que je n'ai pas d'informations dans ce sens-là, mais en tout cas, ça ne va pas les aider dans un ego qui va devenir démesuré. Voilà, ça, par contre, là, il y a plusieurs réflexions possibles, ils ont raison. Sinon, en fait, on aura un peu dit qu'ils sont là, des êtres supérieurs, dans cette instance-là, comme ça. Donc, ce qui est dommage, en fait, dans cette histoire, c'est que les chamans et les sorciers respectaient, faisaient appel au monde des esprits, même s'ils n'identifiaient pas comme tel, et à la puissance de la nature. Dans l'objectif, pour certains, d'être dans une clairvoyance, sans savoir non plus que ça s'appelle comme ça, mais c'était donc les sorciers des tribus qui avaient des résultats par rapport à leurs recherches, ce qu'ils avaient besoin de leur vie. Aujourd'hui, et c'est ça, pour nous, les spirites, d'expliquer la différence. Nous, c'est très clair, on a des définitions très claires données par les esprits sur les formes de la pensée et sur nos facultés, tous à chacun différentes, et sur la médiumnité. La difficulté avec le New Age, c'est que, comme l'a dit Christophe, on fait appel à l'individualisme. On crée chez l'autre, alors les esprits, on n'en parle pas du tout, d'avoir recours à la sagesse des esprits et peut-être apporter des soins avec sentiment, avec désir. On a parlé pendant plus d'une heure, on a mis ces mots-là en avant, en magnétisme comme d'autres facultés auprès de l'être humain, toujours pour donner et pour soigner. Ce qui fait qu'en général, on va très bien dans notre tête, parce que celui qui réalise ce qu'il a à faire, celui qui met en pratique une faculté de façon avec une belle qualité, telle qu'elle doit être pratiquée. Parce qu'il va aller chercher des informations là où elles existent. Combien d'hypnotiseurs, par exemple, aujourd'hui en cabinet, ne savent même pas qui est Nebo, alors que c'est quand même la base. Je vais vous donner un exemple. Donc, à partir du moment où des personnes, certains, jouent avec le besoin de spiritualité des autres, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des esprits. Nous avons tous en nous l'origine de notre présence. Même si on ne s'en rend pas compte, ça nous parle. Quand on regarde la nature, quand on regarde les étoiles, inconsciemment et même des fois dans notre esprit, résonne quelque chose qu'on ignore mais qui nous parle. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont en recherche de spiritualité. Et ces gens-là vont être récupérés par des gens sans scrupules, beaucoup, qui vont utiliser ce qu'ils disent savoir, qui vont faire payer très cher leur service, et qui vont, et là je suis d'accord avec vous, perturber certainement ces personnes-là, beaucoup, qui vont bien ressentir et bien voir, et n'ont pas la réponse à leur recherche en faisant ça. Donc ils sont perturbés, parce que finalement ça ne répond pas à leur attente. Il y a très peu de mouvements aujourd'hui qui peuvent, et je ne les connais pas un par un, il n'y a pas de la recherche spirituelle, elle est au départ individuelle, mais elle est aussi avec les autres et dans ce qui a été fait dans le passé.
Ça, c'est quand même très important. Des magnétiseurs qui ne savent même pas ce que c'est que le magnétisme, qui veulent être magnétiseurs, ça répond peut-être aussi à leur besoin d'exister et leur besoin de briller aux yeux d'autres, parce qu'ils ont un pouvoir. Et ça, c'est vrai que le New Age, le brahmanisme, tous ces mouvements-là, les Reiki, etc., font du tort, non seulement aux personnes, mais à l'idée même de la spiritualité et de l'existence de l'esprit. Alors, la manipulation, certains vont les manipuler pour, justement, parce qu'ils estiment être médiums, ils estiment être grands chamans, et qui vont leur apprendre les pouvoirs de l'esprit qu'ils connaissent pas. Mais les gens, au bout d'un moment, comme ils veulent être différents, comme ils veulent trouver en eux la réponse, certains sincèrement, eh bien, ils vont y croire. Ils vont y croire et puis ils vont mettre en pratique ce qu'on leur dit de mettre en pratique. Et là, ce coup, ils sont tous répliques, ils sont tous médiums, ils sont. Voilà. Et c'est ça la dangerosité de la situation. Parce que des médiums, il y en a plein dans le monde. On n'a pas pensé à faire Internet. Certains peuvent se réaliser, d'autres pas. Et il est très dangereux, effectivement, et c'est de la manipulation, je suis bien d'accord avec le terme, de manipuler, on va dire, la fragilité des personnes sincères. D'autres vont faire leur commerce, donc c'est volontaire, donc c'est méchant. C'est vraiment pour manipuler les gens et ça fait beaucoup de sectes et ça fait du grand boulot. Mais d'autres sont des personnes qui sont sincères et sont vraiment persuadées parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils recherchent. Et ça nourrit l'égocentrisme. Moi. Je voulais juste, en la suite, dire que le problème que nous avons avec le New Age, c'est effectivement un développement qui est égocentré et personnel. Et dans ce genre de rencontre, on va trouver une faculté à l'un ou à l'autre. Alors nous avons une structure. C'est là où la différence qui est importante. Parce que nous savons comment appréhender différentes facultés, déjà comme Isabelle et Christophe vous l'ont dit, c'est quelque chose que les esprits vont nous révéler. Et si, dans le lot, les personnes qui consultent des gens comme ça, il y a un réel potentiel médiumnique, parce qu'effectivement, ça existe. Nous ne sommes pas les seuls détenteurs de la médiumnité sur Terre, parce que, justement, la survivance de l'âme doit être révélée à tout un chacun. Dans ce lot-là, il y aura des médiums. Et ensuite, si on leur a donné quelque peu une technique pour révéler quelque chose, comme on vous a dit, les bons esprits, comme les mauvais, peuvent se manifester. Et quand vous n'êtes pas dans une structure, et c'est pour ça que nous nous battons, que les gens soient dans des structures, qu'ils apprennent ce que c'est, que le spiritisme, la communication avec les défunts, parce qu'il y a des esprits, comme sur Terre, qui sont bons ou mauvais. Donc, ça peut entraîner des désordres psychologiques pour l'un ou pour l'autre, à la fois pour de véritables potentiels médiumniques, mais aussi pour des gens qui ont des fragilités psychologiques, qui vont se retrouver face à un inconnu qu'ils ne maîtrisent absolument pas, et qui peuvent leur apporter vraiment des déséquilibres profonds. Donc, luttons pour que les choses soient précises, avec un enseignement à la fois historique, avec des gens qui pratiquent le spiritisme et toutes ses facultés depuis 50 années. Et comme il vous a été dit, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école parce que nous allons voir ce que font les pionniers. Nous expérimentons avant de mettre au bénéfice des uns et des autres, et surtout en externe, nos pratiques, avant de les diffuser à d'autres, parce que ça nécessite un temps long, lent et difficile d'exercice et de pratique. Moi, j'ai une question concernant la clairvoyance simple. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus en détail les signes qui apparaissent, s'il y en a, et savoir comment on est clairvoyant sans avoir des facultés médiumniques? Alors oui, la clairvoyance simple, ce n'est pas la clairvoyance médiumnique. Vous avez raison de faire la différence. Le clairvoyant. Excusez-moi, du coup, votre question, c'était... La clairvoyance simple, comment elle se traduit, comment savoir si on est clairvoyant ou pas? Ok. Alors,
dans la conférence qui vous a été proposée, donc il y a effectivement une partie qui explique un peu ce qu'est la clairvoyance simple. Donc en fait, c'est une télépathie entre deux individus. Voilà, donc en fait, le clairvoyant simple aura la capacité de recevoir et de décoder des informations d'un individu qui va recevoir peut-être sous forme d'image, sous forme de sensation, que vous allez retraduire alors votre propre vocabulaire. Et la clairvoyance simple aura aussi pour je dirais, objectif de dire ce qui peut éventuellement se passer dans très court terme par rapport à des actions que vous allez engager et que vous avez déjà engagées et qui vont raisonner peut-être sur telle ou telle chose, donc pourquoi pas un changement d'emploi, des choses comme ça, ou éventuellement, si vous avez une conduite un peu particulière, dangereuse, etc., vous dire attention, là, vous prenez des risques. Donc là, on est dans quelque chose, vous saisissez en fait chez l'autre des éléments qui vont vous permettre de les décoder et de les retraduire. Après, c'est complètement clair. Je suis bloquée parce que j'ai été occupée à allumer un boucher. C'est bien dit, là. Oui, j'ai pas grand-chose à compléter par rapport à ce que tu viens de dire. Le clairvoyant est quelqu'un qui va prendre un support peut être une photo, un objet, peu importe. C'est pas, c'est le fait de donner la main bientôt. Oui, pour personne. Alors, le phénomène qui se passe dans le cadre de clairvoyance, que ce soit dans le lieu ou non, c'est que la personne se laisse aller à percevoir et à recevoir des pensées. Valérie, si tu es là, c'est là. Bon, alors donc, elle a commencé en disant qu'il y avait des supports différents pour effectivement entrer en communication, puisque le premier phénomène, comme vous avez bien indiqué, c'est la télépathie. Donc, on va rentrer en télépathie avec la personne vivante, puisqu'on est en clairvoyance simple. Donc, le support sera divers et varié. C'est juste un support pour avoir cette communication, en fait, qui va révéler des informations. Et son premier but, c'est la prévention. C'est de dire, voilà, comme il vous a été dit, soit par rapport à une possible maladie, soit par rapport à une possible un accident, ou aussi des difficultés qui nous traversent, qui soient psychologiques ou autres. Mais c'est pour donner des informations, c'est pas pour donner les numéros du loto. On ne fonctionne pas. C'est ce que je voulais rajouter d'ailleurs tout à l'heure, à la différence de ce qui est en vogue actuellement, c'est que toutes les facultés, quelles qu'elles soient, donc c'est pas pour hiérarchiquement se placer au-dessus des autres, elles n'ont qu'une vertu, être au service d'autres. Alors la clairvoyance simple, oui, elle peut avoir soit des sensations qu'elle va traduire avec ses mots, soit des visions, donc des formes de clichés qu'elle va interpréter et dire ce à quoi ça correspond. Ça peut être très clair ou ça peut être plus symbolique. Elle peut entendre des choses. Non, clairvoyante, est-ce qu'elle entend des choses? Oui, vous entendez télépathiquement. Non, on est en clairvoyance simple. Donc en clairvoyance simple, c'est moi, ça peut ne pas être le cas de clairvoyance simple. Je ne vois rien, j'entends rien, je n'ai que des sensations, des impressions, des idées, des pensées qui me viennent et que je retraduis en mots. Je vous disais, on est à l'école. Donc, Alain Kardec a défini le spiritisme et tout le potentiel ensuite qui pourra en découler. Et nous reprenons la suite dans sa juste
suite de M. Gardel dans un spiritisme authentique. Et donc, nous mettons toutes ces facultés quand il y a des potentiels qui sont révélés par l'esprit. Après, déjà, un premier apprentissage de ce qu'est le spiritisme, dans quel cadre il s'exerce. Et ensuite, si c'est quelque chose qui a été la plupart du temps choisi avant de se réincarner, l'esprit va le révéler puisqu'il va participer, toute faculté va participer de l'équilibre de la personne. Pour l'information et aussi en parlant des médecines du futur, on pourrait évoquer aussi les médecines spirites avec assistance comme celle pratiquée avec le docteur William Lang, Demeure ou André Louis et tout ça, pourrait sûrement dans le futur lointain aussi, mais on peut l'évoquer aussi. C'est du sujet d'aujourd'hui. Alors, effectivement, au sein du cercle, il y a ces facultés médiumniques qui va permettre, en tout cas, des étudiants médecins de soigner par leur intermédiaire des patients. Aujourd'hui, dans le cadre de la cellule de soins, par exemple, on a une personne qui s'appelle Nicole Lavoine qui est elle aussi intermédiaire médicale, qui travaille principalement sur tout ce qui va être circulation sanguine. Aujourd'hui, la cellule de soins n'a pas pour vocation à se substituer à la médecine officielle. On est là aussi, nous, pour apporter une alternative thérapeutique différente qui va prendre en compte l'individu dans ce qu'il est, c'est-à-dire un esprit, un père-esprit et un corps. Voilà pour le cadre. Et aujourd'hui, que ce soit en phytothérapie, en magnétisme ou en hypnose, on a déjà, je pense, beaucoup d'outils thérapeutiques que l'on peut mettre à proposition du public. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout soigner parce qu'on n'a pas la réponse à tout. Et comme nous pratiquons ces soins dans la rigueur kardeciste, c'est-à-dire qu'on ne fait que ce qu'on est sûr de pouvoir faire et sans jouer à l'apprenti sorcier, donc ça va déjà répondre à beaucoup de pathologies. Et quand on n'a pas de réponse claire et précise par rapport au magnétisme ou à la phytothérapie, à ce moment-là, c'est l'hypnose qui va se substituer ou qui va devenir aussi un élément supplémentaire à l'arsenal thérapeutique que l'on peut proposer. Et aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'ouvrir la cellule de soins à toutes ces thérapies-là, parce que ce n'est pas l'objectif du cercle. Le cercle, c'est de redéfinir la philosophie spirite par le spiritisme par la philosophie spirite. C'est notre objectif prioritaire dans lequel la médecine s'inscrit. Mais on n'a pas vocation à se substituer à l'hôpital. Ce serait ingérable. Et déjà, que l'on fasse ce que l'on sait faire de bien, et ça sera déjà bien. Oui, cette thérapie existe. Il y a effectivement quelques personnes dans le cercle qui ont cette faculté d'être intermédiaire médical. Mais même au sein du cercle, avant qu'un intermédiaire médical intervienne, il y a tout un cursus, il y a la phytothérapie, il y a le magnétisme, il y a l'hypnose. Et vraiment, si vraiment aucune de ces trois thérapies-là ne fonctionne ou n'aboutit à une guérison, alors l'esprit n'interviendra de cette façon. Mais ça n'est pour le moment pas ouvert On l'a précisé, en cellule de soins, éventuellement, il peut y avoir, on n'a pas encore pas présenté, une personne qui peut être assistée d'un esprit pour travailler en cas de la circulation sanguine. On n'a pas encore eu le cas, et effectivement, pour ne pas jouer aux apprentis sorciers, on ne soignera que ce qu'on sait soigner. Ce qui a donné des maladies ou des difficultés de santé précises, et on va répondre à ces difficultés de santé précises. Juste pour vous poser une petite question, parce que mon excuse, je suis arrivée un tout petit peu en retard, et vous avez parlé de la clairvoyance médiumnique, et je voulais simplement savoir, enfin, pour passer le coup évidemment, juste me dire si tout le monde peut avoir accès à cette faculté ou pas. Alors, effectivement, nous avions développé un petit peu sur la clairvoyance médiumnique, sur le médium, sur la médiumnité. Comme toute faculté, tout le monde n'est pas médium. Ce n'est pas héréditaire. Ça ne s'apprend pas dans les écoles.
On est ou on n'est pas, comme on est magnétiseur, notamment. Ce qui veut dire que sur notre planète, des personnes ont cette faculté de la médiumnité. Certains ne la travailleront jamais parce qu'elle est latente, elle est là, ça ne les dérange pas, et d'autres vont peut-être percevoir des esprits, faire des rêves, et vont travailler, et certains vont travailler avec des photos, ou des supports comme des barres de café, etc. Donc se mettre en relation avec ce qu'ils pensent être des esprits, ou en tout cas dans leur entourage proche de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ressentent. L'embêtant, c'est que ces personnes-là sont, étant des médiums, c'est du mot intermédiaire, médium. Donc à l'intermédiaire, c'est quelqu'un qui est l'intermédiaire entre les morts et les vivants. Il ne sait pas qui se manifeste auprès de lui. Il peut avoir auprès de lui quelqu'un bien intentionné, donc quelqu'un de mal intentionné. Et donc il peut être victime d'esprits mal intentionnés, parce qu'il est seul. Parce que la médiumnité est travaillée seule. Donc qu'est-ce que nous on va dire dans nos conférences? Même si vous avez une faculté, ne travaillez pas. En tout cas, ne travaillez pas seul. Informez-vous. Tentez quand même de vous rapprocher de personnes qui connaissent la médiumnité. Et on demandera toujours à ce que ces personnes-là, surtout si c'est la médiumnité, qui est avec l'ensemble, comme on a parlé tout à l'heure, ne travaillent pas, ne se mettent pas en danger. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles, elles ne connaissent pas les problèmes de la médiumnité, les risques, les écueils. On fait régulièrement d'ailleurs des conférences sur ce thème pour avertir les gens. Vous pouvez avoir de bons esprits comme de mauvais esprits. Et quand un mauvais esprit se jette son dévolu sur un médium, la suite peut être extrêmement compliquée pour cette personne. Elle peut progressivement avoir cette entité qui va venir une fois, deux fois, 3 fois, 10 fois, qui va l'obséder en quelque sorte, qui va vouloir la manipuler. Et là, on s'approche de l'obsession, voire des fois plus loin, de la fascination. Certains subissent des possessions. On l'a vu, on le voit certainement encore à certains endroits. Et là, la vie du médium est en danger. Mais pas que la vie, peut-être ceux qui sont aussi autour. Et vous avez des personnes qui peuvent être hospitalisées en hôpital psychiatrique ou en clinique psychiatrique parce que simplement elles sont obsédées. Alors là, Attendez, prenez le micro, madame. excusez-moi. Ça s'entend. Donc, alors là, vous trouvez quelque chose qui m'intéresse vraiment. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une confusion avec les schizophrènes? C'est bien cette question parce que il peut y avoir une confusion. C'est très compliqué pour les médecins d'établir déjà les raisons. Les mettre en avant, ça. Mais ils ne savent pas que l'esprit existe. Ils ne savent pas. Donc ils ne peuvent pas dire, ah ben, cette personne est peut-être médium et un mauvais esprit sur lui, la science en est loin. Ils ne savent même pas, parce qu'on l'a dit dans tout le monde exposé, ils ne sont pas du tout dans cette... Ils cherchent, ils s'approchent. L'hypnose, les ressources internes de l'esprit, quand on est en hypnose, c'est quoi les ressources internes de la personne? C'est quoi la santé selon votre état d'esprit? C'est quoi cet état d'esprit? Ça, ils le disent par des mots, mais ils ne savent absolument pas ce que ça veut dire. Donc on est loin, loin, très loin d'envisager la médiumnité. On est bien d'accord, madame, c'est bien pour ça qu'on est là. Que le spiritisme est là depuis 50 ans. Et puis on va continuer. Donc, juste pour terminer, effectivement, la schizophrénie, pour certains, qui n'est vraiment pas tous les cas, hein, les lois sont faux, ne sont pas schizophrènes, ne peuvent être simplement médiums, mais avoir régulièrement des mauvais esprits autour de lui. La schizophrénie, pour autant, chez les médecins, est quand même une maladie qui a été établie. Non, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment schizophrènes. Oui, je pense aussi, mais je pense qu'il y a aussi des personnes dont qui sont médiums. Alors, il y a peut-être pas. Et ça, c'est pas, comment je pourrais dire, diagnostiqué. Parce que les médecins ne le mettent pas en avant, ça. Maintenant, ils le font. Et moi, je peux en parler, j'ai une sœur jumelle qui est décédée à cause de ça, et je suis persuadée. Et ma sœur n'était pas schizophrène, elle était médium. D'accord. Ça, par contre, voilà. Mais vous avez raison de le soulever, parce que la schizophrénie, c'est une double personnalité. Donc, vous avez des personnes qui ont des problèmes psychiatriques graves,
qui ont deux identités en elles, mais c'est elles-mêmes qui la projettent, et qui la créent et qui la vivent. Et puis d'autres qui peuvent avoir des influences négatives parce qu'elles ont une faculté médiumnique. Maintenant, voilà, c'est quand même pas tous les schizos, parce que si tous les schizos prennent des médiums, là, ce serait quand même, je pense, un peu trop facile d'ailleurs. Et c'est loin d'être le cas. Hein. La question posée à l'esprit, c'est quand même loin d'être le cas. Mais je suis contente d'avoir entendu. Mais ça peut arriver. Cette hypothèse. Ça peut arriver. Bonjour. Comment on travaille la force de l'esprit alors? Alors, comment on travaille la force de l'esprit? Alors, vous avez vu qu'il y a plein de facultés. La force de l'esprit, en général, alors. Voilà. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la force de l'esprit, votre pensée, comment vous la travaillez, eh bien, en l'expérimentant très régulièrement. Tout simplement. Et selon le thème que vous avez choisi. Si vous voulez travailler, si vous avez envie de projeter votre pensée pour un monde meilleur, pour protéger l'environnement, pour aider, si vous savez que n'importe quoi, je prends plein de cas, hein, les animaux sont en voie de disparition, si vous voulez exercer pour voir si vous êtes magnétiseur, on va utiliser la force de la pensée sur des objets, sur des légumes, sur différentes choses, avec ses mains, mais là on va travailler le magnétisme et la force de la pensée. De travailler sa force de pensée, c'est aussi avec l'idée positive. On a parlé tout à l'heure de M. Coué. C'est vraiment vous expérimenter, penser. C'est penser différemment. C'est ça la force de la pensée. C'est penser différemment vers quelque chose de plus positif. Et ça peut être dans une direction comme la santé, vous-même, votre prochain qui est malade, quelqu'un qui est en fragilité. Vous pouvez penser au bien-être de cette personne, à la guérison de cette personne. Vous allez utiliser votre pensée non seulement pour la renforcer, mais pour qu'elle soit utile. Parce que tout seul dans son coin, renforcer sa pensée, ça ne servira strictement à rien. Il faut qu'elle ait un objectif. Très bien. Madame qui essaye de poser des questions. Moi, je voudrais simplement savoir en quoi le fait de travailler avec les médecins du ciel, quand on a tout essayé, c'est pas. Quand il n'y a plus rien à faire, je comprends. Vous pouvez développer? Quand on a tout essayé, quand on a essayé, voilà. Quand ils sont fait ouvrir la paillette, par exemple, puis qu'il n'y a plus rien qui va, on a fait, je sais pas, moi, l'hydrogène, enfin, moi, je connais les coupeurs de feu, puisque j'en suis une. Donc, je peux dire que les médecins de nuit et un en recherche, mais je veux dire quand un médium travaille avec les médecins du ciel, il ne va pas la toucher, il ne va pas l'ouvrir, il ne va pas. Pourquoi ce ne serait pas bien? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, parler des coupeurs de feu. On va déjà passer par les coupeurs de feu, on verra après les médiums qui travaillent avec les médecins du ciel. Moi, je les appelle les médecins du ciel, les médecins guérisseurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple un peu plus précis? Parce que c'est vague là. J'ai lu il y a longtemps un témoignage de personnes, je ne pourrais plus vous dire parce que je suis plus jeune, et qui justement allait à des conférences où des médiums soignaient des gens qui venaient, qui n'avaient plus rien à perdre avec des médecins du ciel. Et pour certains, il y a eu du mieux. En France, voilà. En France, oui. Et je trouve que c'est quand même formidable. Ah, mais on n'a pas dit le contraire, déjà, parce qu'effectivement, on sait que dans l'histoire de ce genre de manifestation, en tout cas beaucoup au Brésil, il y a effectivement des médiums dits guérisseurs qui reçoivent de manière très importante. Et on ne remet absolument pas en question cette faculté, ces résultats, on ne les met pas du tout en question. Alors, si on vous a donné cette impression-là, on s'est trompé. Non, parce que vous avez dit, on en passe par là, que finalement, quand on a plus de Je suis d'accord, ok, très bien. Oui, c'est non, pas du tout. la cellule de soins du cercle cardiaque. Voilà, et je trouve que, je trouvais que c'était dommage, quoi, d'attendre que, voilà. Alors que finalement,
Vous n'êtes pas là parce qu'il y a du mal aux gens. Ah, nous sommes d'accord. Là, je comprends bien votre. Voilà, Ça y est, je comprends. vous êtes mal expliqué. De toute façon, vous ne ferez pas de mal. C'est comme quelqu'un qui vient me voir qui me dit bah, je me suis brûlé, je ne vais pas lui aggraver sa brûlure. Je ne vais pas toucher de toute façon. Donc, après, je pense que ça pourrait, dans les activités très complémentaires. Alors, on va parler des barreurs de feu déjà. Le barreur de feu est quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure, ce monsieur travaille sur les photos. Et la personne qui a, donc, qui, dans le cadre-là, avait de la radiothérapie. Ce ne sont pas des magnétiseurs. Voilà, parce que le magnétisme sur le cancer, déjà, nous, on sait qu'il ne faut pas. Ce sont des personnes qui vont utiliser leur force pensée et qui vont travailler sur ces photos-là pour envoyer leur énergie guérissante. Au cercle Kardec, on va utiliser notre souffle froid, par exemple, qu'on va utiliser sur des brûlures, des gens qui ont de la radiothérapie ou qui sont brûlés, on peut utiliser notre souffle. Toujours, non pas en magnétisant. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le barreur de feu. Il barre, de par son énergie, la brûlure. Effectivement, ça se fait dans les hôpitaux et ça peut se faire à différents endroits. Et on va utiliser d'ailleurs cela. Si quelqu'un vient nous voir à la cellule de soins par rapport à ça, on va utiliser ce qu'on sait. Parce qu'on peut le faire. Par contre, utiliser des médiums qui ont la faculté d'être médiums guérisseurs. C'est-à-dire que leur médiumnité correspond à être guidée par des médecins de l'invisible et qui vont apporter leur bienfait et qui vont, à travers ce médium-là, parce qu'ils ont sous corps, donc ils vont utiliser aussi ce médium, apporter leur pensée guérissante et leur énergie guérissante. Honnêtement, avant cela, les esprits nous ont donné d'autres moyens de soins, parce que tout le monde n'a pas besoin de l'intervention de l'esprit. On ne reçoit pas non plus des personnes qui sont en phase terminale. Les soins de l'esprit, c'est effectivement, déjà, je crois que quelqu'un qui aurait un cancer passerait chez nous en hypnose. Parce que, comme a dit très bien Christophe, il va travailler par lui-même, par sa force pensée et par lui-même, sa force de caractère, sur son esprit, où on va tenter de l'aider et ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas non plus magique. Ah, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas magique. Donc nous, on va travailler avec l'hypnose. Et nous n'avons pas non plus dans notre cercle de nombreux médiums qui pourraient recevoir de nombreux esprits et faire un centre de soins spirituels essentiellement basé sur l'intervention d'esprit par des nouvelles guérissances. On n'en est pas là. Comme a dit Christophe, notre première mission étant de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de redévelopper le spiritisme enfant. Donc la médecine, oui, mais elle ne sera pas, malgré qu'elle fait partie des choses essentielles comme la radiologie que vous êtes en train de voir là, où l'esprit va montrer sa puissance et montrer sa présence, pour autant la médecine va être un des moyens utilisés par les esprits pour montrer la survivance de l'âme. Ce ne sera pas le moyen. Donc, dans notre cercle, on n'en est pas encore à avoir ce centre de soins spirituels par la médiumnité guérissante. On n'en est pas là. Il faudrait beaucoup de monde avec nous et beaucoup de spirites. Beaucoup. Et ceci dit, je veux juste corriger quelque chose par rapport à la médecine dite officielle. La médecine officielle, elle a le mérite d'exister quand même. Elle fait des très belles choses aujourd'hui. Donc, il faut bien préciser, on ne substitue pas à la médecine officielle, on vient en complément. Voilà. On est d'accord, parce que on n'est pas des thaumaturges, on n'est pas des faiseurs de miracles, on n'est pas des vendeurs de rêves. Non. Ça se fait surtout profondément malhonnête et un mensonge. Non, je pense que Beaucoup, madame, parce que les gens écoutent. Non, là, c'est bon. Je disais simplement que pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre. Une peut apporter à l'autre, l'autre peut l'apporter, et vice-versa. Oui, nous, on est pour travailler en commun et avec la médecine officielle, on est vraiment tout prêt. D'ailleurs, s'il y a un médecin dans la salle qui cherche, on est tout prêt à travailler avec la médecine officielle sur le magnétisme, sur l'hypnose, sur la phytothérapie. On est ouvert. On est ouvert.
Quelques témoignages, commentaires, vous avez dit, je vais en faire avec vous. Moi, j'ai une question sur la psychokinèse. Donc, la psychokinèse montre que peut exercer la pensée, que peut exercer la pensée sur la matière, mais est-ce qu'elle a d'autres buts que de faire des petites cuillères et des barres de fer? Est-ce qu'il y a un autre but? C'est intéressant comme question, effectivement, parce que là aussi, on est dans un avenir. C'est une question. En fait, si vous voulez, la puissance de l'esprit, la présence de l'esprit, ce que peut faire l'esprit sur lui-même en termes de santé, mais en termes aussi d'influence sur la matière, est livré essentiellement à sa capacité spirituelle. Ce qui veut dire que sur notre thème actuellement, par rapport à ce que dit la qui vient de partir, on n'en est pas là sur notre planète. Sur notre planète, nous sommes une planète qu'on appellera nous inférieure et que l'esprit identifie comme étant une planète inférieure spirituellement, au vu de tout ce qui s'y passe, de la violence qui s'y passe et que la spiritualité a bien du mal à percer. La psychokinèse est donc la force de la pensée sur la matière, où la matière peut, dans son ensemble moléculaire, ressemble, bouger, changer de forme, et donc on peut, avec le temps, avec pas mal d'expériences qu'on avait de Gérard, agir sur la matière comme une cuillère, comme une barre. L'avenir de la protogénèse, ce que les esprits nous ont appris, mais qui n'est absolument pas réalisé pour l'instant, avant un certain temps. Et je ne me permettrai pas de dire si c'est 1 an, 2 ans, 10 ans ou 50 ans. C'est ce qu'on appelle la protogénèse. La protogénèse, c'est l'action de la pensée dans le cadre, dans l'objectif de recréer de la matière. De défaire une matière pour en créer une autre. Toujours avec les molécules, avec les atomes de la matière qui existe. Mais la pensée est tellement puissante qu'elle peut agir sur la matière pour défaire ces molécules qui donnent une forme, le chess par exemple, et de pouvoir en faire un cendrier. En termes de santé, quelqu'un qui peut avoir un membre coupé dans un avenir assez lointain, je pense, effectivement, c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, pourra, par la force de la pensée, commencer à agir sur sa matière dite périspritale, et on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on peut couper la jambe d'un être humain et enlever sa matière, mais on ne va pas lui couper le périsprit. Or, le périsprit, au niveau de sa jambe ou de son bras, reste existant, reste présent. Et la force de la pensée, même si le membre est coupé, c'est-à-dire physiquement, la matière a été enlevée, mais le périsprit, qui appartient à l'esprit, est une enveloppe qui, elle, est indestructible, porte en elle la mémoire de sa vie, de ses vies, et va contribuer, et je ne vous dirai pas le processus, parce que je pense que là, on perdrait, c'est pas spécialement l'intérêt de la réponse, mais la force de la pensée, lue par le sentiment, sur le périsprit, avec l'aide du périsprit, dans sa mémoire périspritale, ce qui porte en lui, pourra contribuer à faire renaître ou à recréer de la matière, notre corps, et de pouvoir progressivement reconstituer un doigt, une main. Voilà. Ça, c'est l'avenir de la psychokinèse, qui est appelée la protogénèse, sous couvert aussi de l'évolution spirituelle des êtres humains. Donc, encore un peu de temps. Mais nous n'y sommes pas. On n'y est pas, mais en même temps, c'est l'avenir. C'est l'avenir qui nous est permis de penser par les esprits, mais avant, il y a des phases à dépasser, et à accepter. Il est déjà que chacun ici prenne conscience qu'il est un esprit déverrouillé. Et qu'il puisse utiliser sa force de pensée, comme dit monsieur, de façon positive, et d'être conscient qu'il est un esprit. Vous êtes un esprit, vous pensez. Il faut que les gens comprennent qu'ils vivent après la mort, qu'ils se réincarnent dans un objectif d'évolution, du sentiment, de la connaissance, et qu'en tant qu'esprit, ils ont le pouvoir de leur pensée pour agir sur eux-mêmes, et agir aussi sur leur environnement. Tout ça, ça prend du temps. Voilà, et quand on en sera là,
Bah déjà, spirituellement, la planète type va s'en sentir maintenir. Il y aura peut-être moins de violence, et même si c'est certain, moins de maladies. Et avant que chaque habitant puisse commencer à agir sur son corps, même s'il va se passer du temps, en attendant, c'est possible. Et pour cela, il faut évoluer en connaissance et en sentiment. C'est indispensable, et c'est le chemin, et on ne peut pas se précipiter. On ne peut pas atteindre des puissances spirituelles si on est en passé par l'apprentissage, par l'acquisition de cette puissance. Alors, je suis désolé, mais il stagne. Il est l'heure. Une toute petite dernière, sachant que pour ceux qui se le souhaitent, ils pouvaient rester participer à cette grande chèvre que les spirites vont faire après. Non, une question. Alors, petite dernière. Allez. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que la volonté, c'est de l'amour et est-ce que tout le monde a cette capacité-là Est-ce que la volonté, c'est l'amour? Oui. Ah non. La volonté, c'est le fait de penser, de vouloir. C'est un désir. C'est de dire, je veux et j'ai envie de faire telle chose. L'amour, c'est ce qu'on a en soi par rapport à notre histoire, notre évolution, ce qu'on a compris du sentiment d'aimer l'autre. Le sentiment, il se développe avec la volonté. Alors, je pense que dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut vouloir. Ça, c'est vrai. Il faut en avoir le désir, mais il faut le vouloir. Si on dit, je vais être pas médium, c'est pas un truc qu'on choisit. Si je vais être médecin, si on reste assis sur sa chaise avec la télé, on risque pas d'y arriver. Hein. On sait que c'est quand même compliqué. Il faut faire les premières études en tout cas. Donc ça veut dire qu'il faut vouloir et faire, mettre en pratique. Vouloir aimer, c'est penser l'amour, c'est penser apporter du sentiment. On parlait beaucoup de guérison, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Quelqu'un qui décède, un proche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez penser à cette personne. Et parce que vous avez la connaissance spirituelle, vous allez penser différemment. Vous allez penser son passage. Vous allez penser qu'il va trouver son guide. Vous allez lui dire qu'il ne faut pas qu'il ait peur. Et que de l'autre côté, il attend une nouvelle vie. Donc, le sentiment, ça s'acquiert aussi avec le temps, ça s'acquiert avec les autres. Et l'esprit nous dira que la connaissance et le sentiment s'acquièrent au fil des vies. Parce que les vies sont évolutives, qu'on appelle la paragénésie. Alors là, l'incarnation, ce sera une conférence sans doute l'année prochaine. Regardez le spiritisme.com, regardez ce qu'on fait dans le calendrier, et rejoignez-nous dans les conférences. En tout cas, merci pour la question, on va plus se développer. Et puis merci pour votre présence, mesdames. Et on se retrouve le